Alors oui, pour ce premier épisode, on s'attaque pas au monstre le moins connu du folklore le plus paumé, loin de là. Mais bon, faut bien surfer sur la hype un peu. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du Monstroscope, la série qui s'affaire à analyser les êtres les plus monstrueux de la culture populaire. Au-delà de surfer sur les anneaux de pouvoir, d'ailleurs bientôt un nouvel épisode du dispositif dessus, je dis ça, je dis rien, je tease, suivez-moi. En prenant une figure aussi connue que Smaug et les dragons occidentaux en général, ça me permet de présenter assez simplement le concept de la série. Alors on est parti pour parler du dragon connu sous le nom du doré, Smaug. Les dragons que l'on connaît aujourd'hui ne datent pas d'hier, bien qu'ils aient connu de nombreuses évolutions. Désignant d'abord un gros lézard chez nos amis les Grecs, et là, on va faire un peu d'étymologie pour mieux comprendre la bête, je vous jure ça va être cool. Le terme dracon, issu du terme derk, signifiant voir. Je vois, vision claire, vision mortelle, on est dans le délire. N'était donc pas forcément lié aux monstres volants que l'on connaît aujourd'hui. On peut rapprocher tout de suite le basilic d'Harry Potter au dragon grec, mais je pense que ça surprendra pas grand monde pour le coup. Mais dans la mythologie irlandaise, on peut voir que le terme drag signifiait feu, et pire encore, chez les Gaulois le terme dragiao, je le prononce déjà mal à l'écriture alors je vous dis pas pendant l'enregistrement, signifie météore silencieux. Dès lors, on comprend mieux qu'avec le choc des cultures occidentales apportées via l'Empire romain, le terme dragon est fini par désigner des lézards volants crachant du feu. De plus, il est intéressant de noter que Smaug se rapproche beaucoup du mot anglais smog, signifiant un mélange de gaz toxiques et de particules, rappelant sans doute la fumée s'échappant de ces flammes. Pas forcément utile pour l'analyse, mais c'est toujours cool à noter. Je vous ferai bien toute l'histoire de la représentation du dragon, mais la vidéo de Nota Bene sera toujours plus pointilleuse que mon analyse. Et comme j'ai la flemme de tout repalper, je vous conseille juste de cliquer sur le lien en description. Néanmoins, on va retenir les deux principales représentations du dragon au cours des derniers siècles. Un être malfaisant, inspiré des figures diaboliques répandues par la Bible, qui symbolise les païens, les ennemis de la foi. Et un être lié à la nature et à une terre, avec un grand T, ancestrale dont nous ne pouvons imaginer la forme, ainsi qu'à une terre, petit t, qui a su donner la vie. A partir de ces deux axes, on va déjà pouvoir former notre première analyse du cas de Smaug. Cette partie tient beaucoup de mon analyse personnelle, donc il ne faut pas prendre ce que je vais dire comme une lumière salvatrice de quelconque vérité. L'apparition de Smaug à ce moment de l'œuvre de Tolkien n'est en rien due au hasard, déjà parce que le book sait ce qu'il écrit et se laisse pas surprendre souvent par son stylo, mais surtout car il vient alimenter un message de fond que Tolkien a souvent défendu. Pour rappel, Smaug arrive au moment où la cité d'Erebor a découvert le cœur de la montagne et dispose d'un amas de richesses sans pareil, au point de rendre fou le roi nain, Thror, qui ne s'extasie que devant son magot et non plus devant la beauté de la montagne et de son peuple. Si jamais vous voulez vraiment plus de détails sur son histoire, allez regarder les films. Quoi qu'on en dise, ils sont quand même vachement cool. Ou lisez le livre, c'est bien aussi de lire. Selon moi, il est facile de faire un parallèle avec la folie de l'argent et l'industrialisation du monde nain, qui se voit effondré par une bête représentant à la fois la nature et le diable. Smaug incarne tout d'abord la monstruosité du cœur des nains, plongé dans l'avarice, l'un des 7 péchés capitaux. Il est l'allégorie de ce dernier, un monstre qui décime tout derrière son passage et qui ne garde qu'une seule chose, l'or. Mais c'est aussi cette idée de nature blessée, meurtrie, à qui on vient d'arracher le cœur et qui vient tout brusquer pour rappeler sa toute-puissance. On ne la bat pas si facilement. Je me permets deux axes d'analyse plus ou moins en même temps, car Tolkien, de ce qu'on en sait, a toujours écrit sans forcément faire de métaphores précises et laisse plutôt le lecteur se faire sa propre idée de ce qu'il lit. En d'autres termes, il n'apparaît dans le récit au moment où le désir de richesse des nains ne préserve plus leur milieu. Le parallèle semble maintenant assez évident avec l'époque de Tolkien, époque à laquelle la société occidentale s'industrialisait sans prêter de réelles attentions au monde qui l'entoure. La cité d'Isengard de Saruman entre aussi dans cette idée d'industrialisation démoniaque, qui se fait rattraper par les forces de la nature, ici les Ents. Ce qui fait qu'on est dans la merde aujourd'hui d'ailleurs. Peut-être que le petit vieux, il parlait de bonhomme avec des oreilles pointues qui tirent des flèches, mais il avait une petite longueur d'avance niveau réflexion écologique. Heureusement, Tolkien ne nous laisse pas sans héros face à ce monstre issu de nos vices et de nos actes. Il nous présente un petit bonhomme courageux, vivant simplement au milieu des plaines et des rivières, bien loin de toute volonté de s'enrichir vainement, ni de grandes aventures. Bilbo Saquet n'est pas celui qui va défaire le monstre d'ailleurs, c'est celui qui va uniquement tenter de s'en débarrasser pour aider ses amis. C'est important que ce soit pas lui qui le tue d'ailleurs, car sinon, métaphoriquement, le monde de vie prôné par Bilbo tuerait notre terre ancestrale que représente Smaug. C'est pour cela que Bard va le tuer. Certes, il éradique le démon et offre un renouveau à son peuple,
mais il tue aussi une force de la nature. Alors peut-être devrions-nous faire comme Bilbo, simplement planter nos arbres dans notre jardin et prendre soin de notre chez nous, sans forcément chercher à le ruiner. Mais encore une fois, ce n'est que ma lecture d'un gros lézard qui crache du feu. Voilà, cette analyse de Smaug est terminée. J'espère que cette vidéo et les autres que je vais préparer, vous donneront envie de voir plus loin. Et que maintenant, vous ne verrez pas seulement un monstre sur votre écran, mais aussi tout le message que ce dernier soulève. Je vous dis à dans un mois pour le prochain épisode.